Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. Des violations des droits humains au Burkina et dans le monde aggravées par la pandémie de Covid-19 indique le rapport 2020-2021 d'Amnesty International, rapport présenté à la presse hier à Ouagadougou. Explication dans cette édition. Dans cette édition, le climat social au Bénin fait craindre un scrutin tendu, quelques mouvements de protestation, des slogans hostiles au président Patrice Talon, candidat à sa réélection le 11 avril prochain. Ses adversaires dénoncent la prolongation de son mandat et un musellement de l'opposition. Bienvenue à tous. Selon le rapport 2020-2021 d'Amnesty International, les violations des droits humains ont été aggravées par la pandémie de Covid-19 au Burkina et dans le monde. Un rapport présenté hier à la presse par les responsables locaux de l'organisme de défense des droits de l'homme. Conférence de presse suivie par Daouda Ouattara et bienvenue Tansa. La situation des droits humains au Burkina Faso et dans le monde, peu reluisante selon le rapport 2020-2021 de Amnesty International. Aux exactions perpétrées par des groupes armés, notamment au Burkina, sont venues s'ajouter les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, déplorent les responsables locaux de l'organisme de défense des droits humains. En effet, la situation de la pandémie est déjà grave en soi et est venue ajouter encore aux souffrances du fait justement des autorités, en fait, du fait de ceux qui ont le pouvoir, mais également du fait des individus, des groupes armés. Pour le cas du Burkina, des mesures comme le couvre-feu sont pointées du doigt. Amnesty International note avec désolation l'augmentation des violences basées sur le genre, la hausse des exécutions extrajudiciaires, les restrictions de liberté d'expression et de réunion, pour ne citer que cela. L'état d'urgence a été maintenu dans 7 des 13 régions du pays, ce qui conférait aux autorités des pouvoirs étendus s'agissant des arrestations, de la détention et des restrictions relatives à la liberté de circulation. Des affrontements entre groupes armés ont éclaté régulièrement et la population civile a subi ces attaques, souvent sous-entendues par des considérations ethniques et susceptibles de s'apparenter à des crimes de guerre. Amnesty International note par ailleurs quelques avancées en matière de droits humains, entre autres la libération en mars 2020 de milliers de prisonniers afin de réduire la surpopulation carcérale et d'atténuer le risque d'infection au Covid-19 au Burkina Faso. Au Soudan, le vote d'une loi pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, et en Sierra Leone, l'annulation d'une interdiction faite aux filles enceintes de poursuivre leur scolarité et de passer des examens. Plan International Burkina, en collaboration avec l'UNICEF, ont travaillé à mobiliser les populations du Centre-Nord contre le Covid-19, une campagne de sensibilisation qui a touché plus d'1,5 million de personnes. Le bilan du projet est dressé à Kaya et les acteurs se disent satisfaits des résultats obtenus. Jacques Lamissa-Tarpaga. Plus d'1 million de personnes ont été touchées au cours de la campagne de communication sur les risques et l'engagement des communautés dans le contexte du Covid-19. Pendant 5 mois, Plan International et ses partenaires ont mis en place une stratégie en vue de changer les comportements des populations. Il y a d'abord eu des sensibilisations. Les sensibilisations ont été réalisées soit par des crieurs publics ou soit à l'aide de causeries éducatives. Nous avons fait aussi des renforcements de capacités. Nous avons trouvé qu'il fallait outiller un certain nombre d'acteurs pour qu'ils puissent le faire, en l'occurrence les journalistes, les techniciens en génie sanitaire, mais aussi les responsables administratifs, pour qu'ils puissent répercuter cette information auprès des populations. Nous avons aussi utilisé des stratégies de dotation en intrants. Le projet s'est déroulé entre juillet et novembre de l'année dernière et cette rencontre est initiée pour faire le bilan sur les prévisions en termes de nombre de personnes touchées et de comportements à changer. Le résultat est satisfaisant. Et sur le volet quantitatif, l'objectif global du projet a été atteint à 95%. Et également sur le volet qualitatif, les cibles qui avaient été prévues ont été largement atteintes. Sur une prévision de plus d'1,4 million personnes atteintes au terme du projet, nous avons constaté que le projet a pu toucher 1,5 million de personnes. Dans sa démarche, Plan International Burkina a également contribué à dynamiser le comité régional ainsi que les comités provinciaux de gestion des épidémies.
Depuis 2016, dans la Boucle du Moun, un projet avait permis la construction d'un hôpital ophtalmologique, ce qui a favorisé la prise en charge de 1900 patients souffrant de maladies oculaires. Des agents de santé ont également été formés et la population sensibilisée. Autant d'acquis que les acteurs du projet comptent consolider au cours d'une deuxième phase, lancée hier à Dédougou. Compte rendu de Naba Ida Dabiré et Dramanso. Première cause de handicap, avec plus de 35 000 personnes menacées, la cécité focalise l'attention dans la boucle du Moun. Réunis à Dédougou, les acteurs du projet d'appui au développement de santé oculaire capitalisent ici les acquis de leur intervention. On a engrangé certainement des résultats positifs, notamment en termes même de couverture sanitaire liée à la cataracte, qui est aussi une cécité évitable, autour de 1900 personnes qui ont été opérées. Et sans oublier aussi la construction d'un nouvel hôpital ophtalmologique à l'intérieur du CMA de Nounan. Et la formation des médecins ophtalmologistes, il y en a 3 qui ont été formés, tous à l'université de Ouagadougou ici, et aussi d'autres personnels techniques. Cet atelier sert aussi de lancement de la phase 2021-2023 du projet. Avec un volet de réinsertion des victimes des maladies oculaires et un budget de 337 millions, cette deuxième étape se veut surtout celle de l'efficience. Ce n'est pas forcément la force des moyens qui font les résultats, qui fait plutôt les résultats. On a quand même une première phase qui nous a permis d'avoir des résultats. Donc c'est pas normal que la deuxième phase soit plus haute en termes de financement que l'autre. Parce que c'est comme si on n'avait rien fait au cours de la première phase. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une phase de consolidation des acquis de la première phase et nous espérons que la responsabilité des différents acteurs va nous permettre d'atteindre les résultats avec les moyens que nous avons à notre disposition. Le projet compte également mettre l'accent sur le dépistage et la sensibilisation dans les établissements scolaires pour la détection précoce des maladies de l'œil. Installation ce matin des membres du conseil d'administration et des experts membres de l'agence de promotion de l'expertise nationale. Ils ont pour mission d'actualiser la base de données des experts nationaux. Mieux encore, ils sont chargés de positionner les experts nationaux sur le plan international. Compte rendu de Césaire Kafo et Oumou Sissé. Ils ont désormais carte blanche pour faire rayonner l'expertise burkinabé partout où besoin sera. Eux, ce sont les administrateurs du conseil d'administration et les experts membres de l'Assemblée générale de l'Agence de promotion de l'expertise nationale. Nommés en conseil des ministres le 24 mars dernier, ils sont installés officiellement ce 7 avril par le ministre en charge de l'industrie. C'est un gros chantier donc, qui est confié au secrétariat exécutif et chapeauté par le conseil d'administration. Et bien entendu, un gros travail donc, pour rassembler maximum d'acteurs autour de l'Assemblée générale. Et nous sommes en train donc, de mettre les petits plats dans les grains pour son opérationnalisation et la faire fonctionner et pour donner du tonus donc, à l'expertise nationale. Et les enjeux sont multiples pour ces experts. Nous avons vraiment pour mission essentielle de travailler à opérationnaliser la structure en appuyant le secrétaire exécutif dans toutes ses actions et également en donnant des orientations qui puissent nous amener à atteindre les objectifs qui nous ont été assignés par l'État. La première situation que nous pensons réelle, c'est la situation du chômage des jeunes. Il faut juste organiser l'expertise pour qu'on puisse absorber le maximum de personnes. Le second enjeu de l'expertise, c'est qu'aujourd'hui, il y a une capacité de notre expertise à être un ambassadeur, à résoudre les problèmes dans le monde entier, ce qu'on appelle donc la diplomatie d'expertise. L'autre enjeu, exporter leur savoir-faire afin de valoriser l'expertise nationale tout en prenant en compte les experts du privé, du public et de la diaspora. Après 10 jours d'exposition, la 4e semaine régionale du Centre-Nord a refermé ses portes ce 6 mars. À la place du 11 décembre à Kaya, une réussite selon les organisateurs. Une telle initiative permet de montrer au monde entier que la région du Centre-Nord continue de vivre malgré les attaques terroristes. Amaro Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. C'est terminé pour la 4e édition de la semaine régionale du Centre-Nord.
Cette foire qui s'achève a vu la participation des forains et foraines venus des différentes localités du pays. À cette cérémonie de clôture, les organisateurs tirent une note de satisfaction après 10 jours d'exposition ici à la place du 11 décembre de Kaya. Toutes les activités qui ont été programmées ont été réalisées et la mobilisation a été de belles factures. Et je voudrais ici vraiment tirer tout mon chapeau et remercier l'ensemble donc des organisateurs, remercier la population, remercier les autorités, remercier donc son excellence le président de l'Assemblée nationale qui a patronné la semaine et l'ensemble donc des présidents et des parrains. Ici vraiment nous avons constaté que la mobilisation est grande. La semaine a été une réussite totale. Une telle initiative permet de montrer au monde entier que la cité du cuir et du Kourakura demeure la destination à ne pas manquer malgré les attaques terroristes. La mobilisation autour de cette semaine régionale réjouit les parrains, les filles et les fils de la région du Centre-Nord. Au nom du Dima du Bousma, nous remercions les organisateurs d'une telle activité dans notre région. Vraiment, la mobilisation nous va droit au cœur. C'est la preuve que notre région continue de vivre malgré les attaques terroristes. Que Dieu bénisse les filles et les fils du Centre-Nord. C'est une région qui a plein de problèmes et qui a besoin d'être soutenue. Donc nous faisons aussi chacun à son niveau ce qu'il peut pour soutenir les actions du conseil régional. Donc c'est pourquoi, n'ayant pas pu venir à l'ouverture, j'ai tenu à venir à la clôture et nous remarquons que la semaine qui a duré 10 jours en fait, la semaine a été un grand succès, la semaine est à rééditer autant que possible. À l'occasion de la cérémonie de clôture de cette 4e édition, des sociétés de coopératives de production et de transformation ont reçu des charrettes et une somme d'argent pour accroître leur productivité. 7 personnes ont aussi été décorées. Les récipiendaires ont reçu des médailles d'honneur des collectivités locales et des certificats de reconnaissance ont été décernés aux personnalités de la région pour leur accompagnement. Le 27 mars de chaque année est célébrée la Journée mondiale du théâtre. Il s'agit pour les acteurs de partager les réalités du domaine avec le grand public. C'est dans cette optique que Issaka Zabré et Romuald Patrice Toé sont allés à la découverte de la troupe théâtrale Tobiel des personnes handicapées de Kawa, une troupe qui a été créée en 2002 et qui, avec le 4e art, travaille à changer les mentalités. Suivez. Nous sommes au siège de la troupe théâtrale Thiobiel. Les acteurs sont en pleine création. Le titre, c'est la santé mentale, la gestion des malades mentaux. Nous avons estimé que effectivement c'est un phénomène qui va de plus en plus grandissant et que nous constatons que la gestion même des personnes et des malades mentaux n'est pas aussi reluisant. La troupe théâtrale Thiobiel est une association de personnes handicapées motrices qui œuvre pour l'épanouissement de ses membres. En plus de la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap, cette troupe a déjà mené plusieurs actions de sensibilisation dans la région du Sud-Ouest. L'association a été créée en 2002 et a mené pas mal d'activités sur AGR, les activités génératrices de revenus, sur le bradage des terres, sur la santé mentale, comme ce que nous venons de faire, la santé mentale, sur la cohésion sociale. Pour ces passionnés du 4e art, le théâtre est une arme puissante et efficace pour changer les mentalités. Le théâtre, non seulement ça fait rire, ça c'est plus attirant, c'est plus attrayant, alors, mais nous passons un message. Nous passons un message fort et que, bon, très souvent, à la fin de de la prestation, il y a un débat qui existe entre la population et nous. On discute de certains phénomènes, je crois que c'est plus captivant. Pour ces personnes vivant avec un handicap, le théâtre leur a permis de sortir de leur coquille et de s'affirmer en tant que personne entière. Il y a beaucoup de gens, d'acteurs qui étaient là, qui étaient rangés, qu'on trouvait timides, mais à travers le théâtre, les gens ont vu qu'ils sortent de leur coquille et ils s'expriment comme pas permis. Je les voyais faire les théâtres dans les différents villages, donc ça m'a encouragé, ça me faisait plaisir. Pour aller plus loin dans leur art,
Les membres de cette association souhaitent avoir plus de formation dans les domaines des jeux d'acteurs, de la comédie et de la mise en scène. C'est effectivement la formation même des acteurs et des metteurs en scène. Moi, j'ai été metteur en scène parce que, tout petit, à travers le mouvement CVAV, dans le scoutisme, j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Donc, c'est dans ce tas-là que je les encadre. Sinon, dire que j'ai une formation spécifique comme ça. Les acteurs ont été formés une fois, mais ça vaut au-delà de 10 ans. Le handicap ne doit pas être une raison pour ne pas se battre dans la vie. C'est la conviction de ces acteurs qui ambitionnent conquérir les scènes nationales et internationales pour peu qu'on les fasse confiance. Hors de chez nous, au Bénin, l'opposition politique dénonce la prolongation du mandat du président sortant Patrice Talon, candidat à sa réélection le dimanche 11 avril prochain. L'opposition parle aussi de musellement et de recul de la démocratie au Bénin. Il y a 5 ans, on ne s'attendait pas à ce que Patrice Talon soit candidat pour un deuxième mandat à la tête du Bénin. À son accession à la présidence en 2016, il avait déclaré qu'il ne se représenterait pas. Ex-grand patron, première fortune du Bénin, avant qu'il ne dirige le pays, son premier mandat est marqué par des performances économiques selon différents rapports. Toutefois, les analystes pointent du doigt le recul démocratique du pays. La méthode Talon, ce n'est pas une méthode de recul de la démocratie, c'est une méthode de régulation, de discipline, d'ordre. C'est la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, contre le gaspillage et une certaine rigueur. Face au chef de l'État sortant, 2 anciens proches de Thomas Boniayi, ex-président du Bénin, aujourd'hui opposant à l'actuel pouvoir. 2 candidats, Corentin Koé et Alassane Soumanou, sont en désaccord avec leur ancien mentor. Eux ont accepté la règle du parrainage d'élus pour obtenir leur ticket d'entrée à cette présidentielle, alors que la majorité des opposants l'a rejeté. Résultat, les candidats de l'opposition recalés pour défaut de parrainage accusent ces challengers d'être les faire-valoir de ce scrutin. Pour un processus démocratique comme le nôtre, il faut absolument la présence d'une force de l'opposition. Donc, ça a été âprement discuté et nous l'avons eu. Pour la première fois depuis l'ère démocratique, il y a 30 ans, aucun poids lourd de l'opposition n'est dans la course. Ils étaient également absents lors des dernières législatives car ils n'avaient pas réussi à remplir toutes les conditions pour y participer. Pour nous autres, la seule constitution qui est en vigueur dans le pays, c'est celle du 11 décembre 1990. Tous les actes qui ont été pris dans le cadre de ce qu'ils ont fait, jusque pour convoquer le corps électoral au 11 avril, sont nuls et non avenus. Et c'est pour cela que les élections n'auront pas lieu. Depuis quelques jours, le contexte électoral est électrique. Des mouvements de protestation ont éclaté essentiellement dans le centre et le nord du Bénin. Les protestataires estiment que le président n'est plus légitime car son mandat aurait pris fin depuis le 5 avril au soir. Ces manifestations interviennent dans un climat déjà tendu depuis plusieurs semaines, avec la tentative d'assassinat d'un candidat à la présidentielle, Gagnou Soglo, et l'arrestation de Rekia Madougou, la présidente d'un grand parti d'opposition. Le feu vert du président ivoirien Alassane Ouattara sur la question du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est largement relayé par les parutions du jour. Les quotidiens burkinabés accordent également une place de choix à Amnesty International qui épingle le Burkina dans son rapport 2020, mais aussi à la 27e édition du FESPACO annoncée pour le mois d'octobre. Revue de presse signée à Hadi Sandamba. FESPACO, la 27e édition prévue du 16 au 23 octobre prochain, annonce Sidoya à sa une. Dans ses colonnes, le journal de tous les Burkinabés qui rend compte des travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 7 avril rappelle que c'est à cause du coronavirus que la Biennale du cinéma africain a été suspendue. Au journal de préciser en citant Élise Foniyama Ilbudo Tchombiano, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, que le choix de la période se justifie au regard des données satisfaisantes sur le Covid-19. Toutes les manifestations autour du FESPACO seront maintenues. Cependant, le festival se déroulera dans le respect des mesures barrières, en commençant par le nombre des invités qui sera réduit de 700 à 150 personnes. Dans la même lancée, Sidoya rapporte que de 800 films au départ, ce sont plus de 900, dont 71 pour le Burkina Faso, qui ont été enregistrés à ce jour, provenant de 28 pays.
Une édition dont le budget est estimé à 2,50 milliards de francs CFA, conclut mon confrère. Autre titre des parutions du jour, le rapport 2020-2021 d'Amnesty International. Violation des droits humains, le Burkina Faso épinglé par Amnesty International affiche le journal Le Pays à sa une. Avec quelques extraits du rapport à l'appui, le journal rapporte que ce tableau moins reluisant s'est déroulé dans un contexte de conflit armé, d'adoption d'une loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie, d'instauration de l'état d'urgence et d'un couvre-feu national pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. Dans ces colonnes, le Pays rapporte également des recommandations proposées par Amnesty International pour conjurer les différentes atteintes aux droits humains en Afrique. Et en actualité internationale, c'est la volonté des autorités ivoiriennes de favoriser le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui est commenté par les journaux. Côte d'Ivoire, ado déroule un tapis rouge à Gbagbo, titre l'observateur Palga. Dans ces colonnes, le doyen des quotidiens burkinabés mentionne que les portes de la Côte d'Ivoire sont officiellement ouvertes à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et cela fait 10 ans presque, jour pour jour, soit le 11 avril 2011, que l'enfant terrible de maman, son épouse et le dernier carré de ses fidèles étaient arrêtés, rappelle le journal qui nous informe que les frais de voyage seront aux charges de l'État ivoirien et mieux, Laurent Gbagbo bénéficiera du titre d'ancien chef d'État. Cependant, pour que les deux hommes rentrent en toute quiétude, ayant été condamnés par contumace à 20 ans de prison, il faut une loi d'amnistie pour qu'à leur descente d'avion, ils n'aillent pas directement à la Maca. Néanmoins, c'est un pas décisif dans le sens de la réconciliation nationale, conclut l'Obs. L'image d'un Laurent Gbagbo accueilli par Alassane Ouattara n'est pas à exclure et marquera jamais positivement les esprits des citoyens lambda installés dans les campements les plus reculés du pays, renchéris aujourd'hui au Faso. Et pour que cela arrive, il faudra aussi que le camp frontiste taise les rancœurs et abandonne tout désir de vengeance. Pour mon confrère, la Côte d'Ivoire est à un tournant critique de sa vie et c'est le devoir historique des dirigeants de sauver la nation et ses fils, devenus les souffre-douleurs de la boulimie du pouvoir des hommes politiques. Merci d'avoir suivi cette édition de la mi-journée. Bon après-midi à tous en compagnie des programmes de la RTB.